Depuis 2 ans, les sponsors se font rares sur les chaînes de vulgarisation et de culture scientifique, ces contrats étant particulièrement captés par les grosses productions de grandes chaînes. Aussi, la production de documentaires coûte cher, en moyenne 2 000 € pour un épisode de 30 minutes, et représente une centaine d'heures de travail. Rien que les animations sur DCS et Flight Simulator m'ont demandé 60 heures de travail, car j'ai dû créer la livrée de l'avion et du navire, faire les plans, et créer les cartes tactiques reproduisant les événements. Ouais, je me repositionne tranquillement. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique comme plan? Depuis 2 ans, je travaille principalement seul, sans me rémunérer, pendant plus de 10 heures par jour, du lundi au dimanche. Et contrairement à beaucoup d'autres chaînes aéro ou astro, je me refuse à utiliser l'IA générative ou à sponsoriser des vidéos relatant des drames impliquant des victimes. Tout cela mis ensemble, évidemment, c'est un coût énorme pour produire des documentaires, tant sur ma santé que sur l'aspect financier. En ce début d'année 2026, j'ai donc décidé de lancer une campagne de financement des productions de documentaires sur la chaîne, avec un objectif de 20 000 €, ce qui permettrait d'avoir du renfort technique, de meilleures animations 3D, et pourquoi pas me permettre de me rémunérer. Pour y participer, vous pouvez faire un don sur Ko-fi ou Patreon. Les liens sont en description. Merci à vous. Nous sommes le 3 juillet 1988 dans le golfe Persique. Le vol Iranair 655, un Airbus A300 civil, décolle de Bandar Abbas pour un vol de routine de 28 minutes vers Dubaï. À son bord se trouvent 290 personnes, dont 66 enfants. Quelques minutes plus tard, au-dessus de l'eau, l'avion explose en plein vol. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'une défaillance mécanique, ni d'une erreur de pilotage classique. Nous allons parler de la façon dont le navire de guerre le plus sophistiqué du monde, l'USS Vincennes, a abattu un avion de ligne transportant 290 civils. Nous sommes à l'été 1988 et le détroit d'Ormuz est l'un des endroits les plus dangereux de la planète. C'est le front de la guerre des pétroliers. La guerre Iran-Irak, qui dure depuis 8 ans, a débordé de ses frontières terrestres pour s'étendre aux eaux stratégiques du golfe Persique. Depuis 1984, l'Irak de Saddam Hussein, alors soutenu en sous-main par les États-Unis, la France et l'URSS, qui voit en lui un rempart contre la révolution islamique iranienne, frappe les terminaux pétroliers de l'Iran et les navires civils quittant ses ports. En réponse, l'Iran de l'ayatollah Khomeini, isolé diplomatiquement, utilise une tactique de guérilla navale. Il attaque les pétroliers des alliés de l'Irak, notamment ceux du Koweït et de l'Arabie Saoudite, à l'aide de vedettes rapides armées de lance-roquettes et de mitrailleuses. Le détroit d'Ormuz, ce goulot d'étranglement par où transite une part vitale du pétrole mondial, se transforme en zone de combat. C'est dans ce contexte que l'administration Reagan lance l'opération Earnest Will en 1987. La mission est officiellement neutre, protéger la liberté de navigation, mais en réalité, elle est ouvertement pro-irakienne. L'objectif est simple: escorter les pétroliers koweïtiens qui ont été repavillonnés sous bannière américaine. L'US Navy devient donc un belligérant protégeant les intérêts irakiens. C'est une mission incroyablement tendue et la marine américaine n'y est pas préparée. En effet, l'environnement du Golfe est un cauchemar tactique. Des eaux resserrées, un trafic civil et commercial dense, et la menace constante de petites embarcations rapides et d'avions hostiles. Il est par exemple très difficile de distinguer un bateau de pêche traditionnel d'une vedette d'attaque iranienne au radar. Le 17 mai 1987, un drame fondateur survient qui va conditionner toute la psychologie américaine. La frégate USS Stark, en patrouille, est frappée par 2 missiles Exocet tirés par un Mirage F-1 irakien. L'Irak est une sorte d'allié des États-Unis à ce moment-là,
mais le pilote aurait confondu la frégate avec un pétrolier. De l'autre côté du drame, bien que le radar du Stark ait vu l'avion, le capitaine a hésité, croyant à une erreur, laissant ses systèmes de défense en mode veille. 37 marins américains sont tués dans l'attaque. L'Irak plaide l'erreur et les États-Unis en tirent des leçons. Cette région est dangereuse et l'hésitation est fatale, et c'est une leçon qui va coûter son poste au capitaine du Stark, démis de ses fonctions pour ne pas avoir su défendre son navire. L'impact psychologique est notable, entraînant une modification des règles d'engagement. Désormais, la priorité absolue, c'est l'autodéfense, avec pour mot d'ordre de ne jamais hésiter pour ne pas finir comme l'USS Stark. Au cœur de ce dispositif se trouve le croiseur lance-missiles USS Vincennes. Mis en service en 1985, à peine 3 ans avant les événements, c'est un bâtiment de classe Ticonderoga. Il fait partie des tout premiers navires équipés du système de combat Aegis, ultra sophistiqué. Conçu pour la guerre froide, Aegis est pensé pour affronter une menace massive et structurée, comme des vagues de bombardiers soviétiques armés de missiles anti-navires, évoluant dans un espace relativement dégagé de l'Atlantique Nord ou du Pacifique. Son radar principal, le Spy-1, est capable de détecter, suivre et hiérarchiser simultanément plusieurs centaines de cibles aériennes et de surface, reliées en temps réel au système d'armes du navire. Mais le Golfe Persique, et le contexte ce jour-là, n'a rien de semblable à une guerre mondiale. C'est un espace étroit, saturé de trafic civil, parcouru en permanence par des cargos, des pétroliers, des avions de ligne, et ponctué de petites embarcations iraniennes aux signatures radar réduites, le tout formant une masse de données chaotique pour les opérateurs radars. Ils passent donc leur temps à interpréter en continu tous ces contacts radars dans un contexte de tension extrême. À la tête de l'USS Vincennes se trouve le capitaine William C. Rogers III. Officier expérimenté, il est toutefois déjà connu dans la flotte pour son style de commandement offensif. Il considère d'ailleurs sa mission d'escorte passive comme insuffisante et cherche activement à engager son navire dans des actions plus directes contre les forces iraniennes. Il a, à plusieurs reprises, demandé à son supérieur hiérarchique d'obtenir un rôle plus dynamique que la simple défense des convois. Le matin du 3 juillet 1988, le Vincennes opère dans le sud du Golfe Persique dans le cadre de l'opération Ernest Will. La frégate USS Elmer Montgomery, qui patrouille dans les approches occidentales du détroit d'Ormuz, observe alors 7 petites vedettes armées du corps des gardiens de la révolution iranien qui se rapprochent d'un navire marchand pakistanais dans des manœuvres interprétées comme agressives. Rapidement, le nombre de vedettes grimpe à 13, organisées en plusieurs formations et armées de mitrailleuses et de lance-roquettes. Au même moment, des explosions sont rapportées au nord de la zone de Montgomery. Un hélicoptère du Vincennes, indicatif radio Ocean Lord 25, qui est un SH-60B Seahawk, est envoyé en reconnaissance dans la zone rapportée des explosions et rapporte la présence de plusieurs bateaux armés iraniens proches d'un cargo allemand, le Dolagiri, dans les eaux territoriales d'Oman. German merchant Dolagiri, this is U.S. Navy warship. We are standing by channel 16, over. Yeah, okay, 16. Do you read me? Merchant Dolagiri, this is U.S. Navy warship. We read you loud and clear, over. Okay, thank you. Le navire n'est pas attaqué, il s'agit en réalité de démonstrations de force des Iraniens. Pour maintenir le contact avec son hélicoptère, Rogers manœuvre le Vincennes vers la zone également, bien au-delà de sa zone d'opération assignée, et lui aussi dans les eaux omanaises. Cette initiative est immédiatement remarquée par les forces omanaises, qui ordonnent aux navires iraniens comme au Vincennes de quitter leur espace maritime.
This is U.S. Navy warship, over. Your actions in manoeuvring at speeds up to 30 knots in Omani waters are not in accordance with the rights of innocent passage is to maintain a constant heading at leave Omani waters, over. United States Navy warship, Roger, stand by. De même, le contre-amiral américain remarque que le Vincennes est à plus de 80 km de la zone où il était assigné, et on lui ordonne de faire demi-tour. Rogers s'exécute et fait route vers l'USS Montgomery, tandis que l'hélicoptère poursuit la surveillance des vedettes qui quittent lentement les eaux territoriales omanaises. C'est à ce moment-là que l'équipage de l'Ocean Lord 25 rapporte des tirs de mitrailleuses à proximité de leur hélicoptère. Ils donnent l'alerte. Rogers interprète immédiatement l'événement comme une attaque directe et décide donc de faire à nouveau demi-tour vers le nord à vitesse maximale, engageant cette fois-ci le Vincennes à l'intérieur des eaux territoriales iraniennes, en violation explicite des ordres reçus. Il est accompagné dans sa manœuvre par la frégate USS Elmer Montgomery. La situation dégénère rapidement, les vedettes iraniennes sont désormais perçues non plus comme une menace potentielle, mais comme des cibles hostiles. À 9h43, heure locale, Rogers estime que certaines vedettes effectuent des manœuvres d'approche pouvant annoncer une attaque. Il demande et obtient l'autorisation d'ouvrir le feu de la part du contre-amiral Less, qui, à ce moment précis, ne dispose pas d'une image complète de la position réelle du Vincennes et du Montgomery et ignore donc qu'il se trouve en eau iranienne. Les deux navires, désormais sous le commandement tactique de Rogers, ouvrent alors le feu en direction des embarcations iraniennes. Ils sont appuyés à l'est par l'USS Sides, également sous commandement tactique de Rogers. One appears to be going out to starboard and one's in the middle. I'm just off the starboard bow, has a machine gun on it, according to six. Fast move, just off starboard. One at 350 is inbound. 350 relative? Relative. Still inbound. Taking track with guns. Vincennes has opened fire. Two targets, one behind the other. Footsteps 068, is that where Vincennes wants us now? Target now, flag, 10,400 guys. 10 rounds, inbound. Hey, all stations west, I think we just smoked that guy. C'est dans ce chaos d'alarmes retentissantes qu'à 10h17, heure locale, le vol Iranair 655 se prépare à décoller de son escale à Bandar Abbas. Il s'agit d'un vol régulier parti de Téhéran, entamant la dernière escale vers Dubaï. À son bord se trouvent 290 personnes, dont 66 enfants. L'aéroport de Bandar Abbas est une base mixte, civile et militaire, où sont à la fois stationnés des avions de ligne,
mais aussi des F-14 Tomcat iraniens. Son vol est donc en 2 legs, c'est-à-dire un vol de Téhéran à Dubaï avec une escale à Bandar Abbas. Il décolle de ce même aéroport avec 27 minutes de retard, mais suit son plan de vol et s'insère dans le couloir aérien Ember 59, légèrement décentré mais largement à l'intérieur de cette route de 32 km, ignorant qu'une bataille navale fait rage juste devant lui. À bord du Vincennes, l'avion apparaît à 10h19, juste après son décollage. Au même moment, sur les écrans du Vincennes, un autre facteur s'ajoute. Un avion de patrouille maritime iranien P-3 Orion est suivi à l'ouest, à plusieurs dizaines de milles nautiques. Cela peut sous-entendre qu'il serait en vol dans le but de fournir du renseignement ou du ciblage en vue d'une attaque aérienne sur des navires américains. Le Vincennes l'interpelle alors par radio et le P-3 répond qu'il n'est pas en mission de recherche et qu'il se tiendra à distance. Dans le navire, la situation est tendue entre les combats avec les embarcations iraniennes et une potentielle menace aérienne qui pourrait venir de la base aérienne iranienne la plus proche, à savoir Bandar Abbas. C'est là que les vraies erreurs commencent. L'opérateur du Vincennes accroche le vol 655, mais détecte aussi un signal mode 2 militaire provenant probablement d'un F-14 sur le point de décoller à Bandar Abbas, dans la même direction. L'opérateur associe par erreur ce mode 2 militaire à l'Airbus en le désignant comme un Astro, le nom de code d'un F-14. Un premier avertissement est alors émis sur la fréquence d'urgence militaire, demandant à cet avion non identifié de clarifier ses intentions, car il est, je cite, en approche de navires de l'US Navy dans les eaux internationales, ce qui n'est en réalité pas le cas, l'avion et les navires étant tous dans l'espace iranien. L'appel radio reste sans réponse vu que l'Airbus n'est pas branché sur les fréquences militaires et ne peut donc pas l'entendre. En parallèle, on demande à un marin de consulter les horaires des vols commerciaux. À cause de l'obscurité dans le centre de contrôle du Vincennes, d'une différence de fuseau horaire avec Dubaï et du retard du vol, il répond qu'il n'y a aucun vol civil de prévu. Le capitaine Rogers se met donc en tête qu'il y a bien un F-14 iranien qui se dirige vers lui. De nouveaux avertissements sont lancés par radio de la part du Vincennes, mais aussi de l'USS Sides, à cet avion iranien non identifié, sur des fréquences civiles comme militaires, mais sachant que l'Airbus se trouve encore dans l'espace iranien et qu'il est loin d'être le seul avion civil ou militaire dans la région, l'équipage, si jamais il s'est branché sur la fréquence d'urgence et entend ce message, n'a aucune raison de penser que c'est à lui qu'on s'adresse. La deuxième erreur concerne l'altitude. Le capitaine Rogers demande une mise à jour sur le contact, mais le système Aegis, qui a un défaut majeur de conception, utilise un mauvais numéro d'identification, le TRAC 4474. L'opérateur du radar lui donne les informations pour ce contact. TRAC 4474 est en descente, semblant piquer vers le Vincennes. Pourtant, le véritable identifiant du vol Iranair 655 sur l'Aegis est le TRAC 4131, et il montre bel et bien que l'avion est en montée constante et émet un code civil. L'Aegis a simplement renommé le plot radar. Mais dans la confusion, l'équipage est désormais convaincu qu'un F-14 plonge sur eux pour venger les bateaux iraniens attaqués. Le Vincennes et le Sides émettent en tout 7 avertissements sur la fréquence militaire et 3 sur la fréquence d'urgence civile. L'équipage de l'Iranair 655, en pleine montée et en communication avec la tour de contrôle sur sa propre fréquence, n'a toujours aucune raison de penser que ces messages s'adressent à lui. En effet, s'il écoutait la fréquence d'urgence, ce qui n'est pas une obligation, il n'aurait entendu que des appels menaçants destinés à un F-14 iranien non identifié, descendant à forte vitesse, ce qui ne correspond en rien à son lent Airbus A300 civil en montée régulière. Non loin de là, une autre frégate américaine, l'USS Sides, observe la même scène, mais avec une conclusion radicalement différente.
Du côté du Sides, sans mauvais jeu de mots, on semble beaucoup plus sceptique aux affirmations du Vincennes. Leur équipement indique que l'avion inconnu est en montée et croise beaucoup trop lentement pour un F-14 sur le point d'attaquer. Le capitaine David Carlson demande alors à son radar de tir de peindre la cible, c'est-à-dire de la verrouiller avec le radar qui guide les missiles. C'est une action agressive car un avion militaire détecterait immédiatement cette illumination radar et réagirait, sauf que là, l'avion ne réagit pas. Voyant cela, et notant que l'avion continue de monter calmement, Carlson conclut qu'il s'agit d'un avion commercial. En entendant le Vincennes annoncer son intention de tir dans la radio, Carlson est stupéfait, mais n'intervient pas. Comme il l'écrira plus tard, il a supposé que Rogers, avec son équipement supérieur, devait avoir une meilleure image que lui, et il n'a donc pas fait d'objection. Il envoie tout de même un avertissement, le dernier, sur la fréquence d'urgence civile, avec les bonnes informations d'altitude, de cap et de vitesse de l'Airbus. Si l'Iranair l'a reçu, car encore une fois ce n'était pas obligatoire d'écouter cette fréquence, les pilotes ont pu comprendre que c'était bien eux qu'on appelait, mais quoi qu'il arrive, il est déjà trop tard. L'avion est à 11 000 nautiques du Vincennes et Rogers a donné l'ordre de tirer. While the surface battle continued, the crew below struggled to fire their missiles. 27 unsuccessful attempts were made before the correct launch code was entered. À 10h24 et 43 secondes, 2 missiles SM-2 quittent la rampe du Vincennes. Quelques secondes plus tard, ils frappent et disloquent l'Airbus à 13 500 pieds, tuant ses 290 occupants. À bord du Vincennes, les marins, convaincus qu'ils ont abattu un F-14 iranien, explosent de joie sous l'œil des caméras. Dans les minutes qui suivent, les Américains comprennent ce qu'il vient de se passer quand les forces de secours iraniennes se mettent à communiquer sur les fréquences d'urgence. Le Vincennes sera le premier sur les lieux, et c'est là que les marins se rendront compte de ce qu'il s'est réellement passé. La réaction initiale de Washington est le déni. L'amiral William Crowe, chef d'état-major, affirme que le Vincennes était dans les eaux internationales et que l'avion descendait sur lui. Ces deux affirmations sont fausses et l'amiral Crowe admettra plus tard que sa déclaration était incorrecte. After receiving further data and evaluating information available from the Persian Gulf, we believe that the cruiser USS Vincennes, while actively engaged with threatening Iranian surface units and protecting itself from what was concluded to be a hostile aircraft, shot down an Iranian airliner over the Straits of Hormuz. The U.S. government deeply regrets this incident. Given the threatening flight profile and the decreasing range, the aircraft was declared hostile. An official investigation of the incident will be conducted by Rear Admiral William N. Fogarty, United States Navy of the U.S. Central Command. Cette version est reprise très vite dans les briefings officiels. Elle est ensuite fragilisée, y compris par des éléments rapportés depuis d'autres navires américains, et par des échanges au Conseil de sécurité de l'ONU qui citent des éléments prouvant que l'avion n'était pas hors du couloir aérien, comme annoncé au départ. L'enquête officielle de l'US Navy, conduite sous l'autorité du contre-amiral William Fogarty, présente l'événement comme un drame survenu dans un contexte de combat. Le rapport rappelle que le Vincennes est engagé dans une situation de surface déjà tendue et blâme ce qu'on appelle le brouillard de guerre, ou le fait de ne pas y voir clair dans une situation,
et le stress psychologique des opérateurs du Vincennes, introduisant le concept de prophétie autoréalisatrice. En effet, dans leurs esprits, les membres d'équipage s'attendaient tellement à une attaque de F-14 qu'ils ont inconsciemment déformé les données pour qu'elles correspondent à ce scénario. Cependant, des éléments clés sont censurés du rapport public, notamment le fait crucial que le Vincennes avait violé les eaux territoriales iraniennes pour poursuivre les vedettes, un fait qui démontait complètement la version officielle, clamant une action purement défensive. Il ajoute aussi un élément qui pèse sur la lecture de la menace, à savoir la présence d'un P-3 Orion iranien à l'ouest, décrit comme voulant faire un mode de ciblage. Le rapport contient aussi une donnée de contexte qui éclaire la peur d'une attaque air-surface. Il indique que les briefings d'équipage mentionnaient que les F-14 iraniens pouvaient avoir une capacité air-sol. Cette idée renforce la plausibilité d'un scénario d'attaque contre un navire dans l'esprit de l'équipage. Mais dans la réalité, les F-14 iraniens n'avaient qu'une capacité air-air. L'incident, qualifié à juste titre par l'Iran de massacre, va faire couler beaucoup d'encre à l'international, et encore aujourd'hui. À l'époque, l'Union soviétique trouve une occasion inespérée de renverser la situation diplomatique. En effet, 5 ans plus tôt, un chasseur soviétique avait abattu le vol Korean Airlines 007, un Boeing 747 sud-coréen, qui avait dévié de sa route et survolé par accident l'espace aérien soviétique. L'action de l'URSS, affirmant qu'il s'agissait d'un avion espion, avait été condamnée à l'international. L'administration Reagan avait alors qualifié l'acte soviétique de massacre et de crime contre l'humanité. Cette fois, face à la destruction du vol Iran Air 655, les soviétiques saisissent l'occasion d'accuser les États-Unis d'hypocrisie flagrante, utilisant leur propre rhétorique contre eux-mêmes. L'incident débouche finalement sur la résolution 616 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui exprime son profond regret pour les pertes humaines et reconnaît qu'un missile a été tiré depuis un navire de guerre américain, mais ne va pas jusqu'à condamner formellement l'action des États-Unis. An examination of the events on 3 July leads quickly to the conclusion that Iran must share the responsibility for tragedy and the investigation so found. By any measure, it was unconscionable to ignore the repeated warnings of the United States and permit an airliner to take off from a joint military-civilian airfield and fly directly into the midst of the ongoing surface action in the Strait of Hormuz, which the Iranians themselves had initiated. En 1990, dans ce qui sera perçu par l'Iran comme une provocation ultime, William Rogers sera décoré de la Légion du Mérite pour conduite exceptionnellement méritoire durant l'intégralité de son service de 1987 à 89. La citation, évidemment, ne mentionne pas l'incident du vol 655. When the Vincennes returned to its home port of San Diego, it was to a hero's welcome. All the crew were to receive combat action ribbons for their service in the Persian Gulf. Sur le plan légal, en 1996, les États-Unis accepteront de payer 131,8 millions de dollars d'indemnisation. Le paiement sera fait sans admission de responsabilité légale ni présentation d'excuses formelles. Il est bon de noter que la compensation est 10 fois moins importante que ce que l'Irak a dû payer pour l'attaque accidentelle de l'USS Stark. Mais la conséquence géopolitique la plus profonde, c'est qu'en Iran, cet événement n'a jamais été considéré comme un accident. L'ayatollah Khomeini, réalisant qu'il ne pouvait pas combattre l'Irak et l'Amérique en même temps, citera cet événement comme l'une des raisons principales qui l'ont poussé à accepter un cessez-le-feu avec Saddam Hussein quelques semaines plus tard. Depuis lors, les États-Unis sont restés des ennemis mortels pour l'Iran, un sentiment totalement réciproque. Aujourd'hui, le 3 juillet est un jour de deuil national en Iran. La destruction du vol 655 est une pierre angulaire du sentiment anti-américain en Iran, que c'est la preuve que l'Amérique est, je cite, le grand Satan indigne de confiance,
Et cette tragédie est devenue un cas d'école enseigné dans toutes les académies militaires, non pas sur la défaillance d'une machine, mais sur la faisabilité de l'homme et le danger de la prophétie autoréalisatrice dans le brouillard de guerre. Malheureusement, aujourd'hui encore, plus qu'à l'époque, l'admission de culpabilité ou de responsabilité par les gouvernements est une pratique tout aussi inexistante que le respect du droit international, violé accidentellement par le Vincennes en 1988, tout autant que volontairement par les forces américaines au Venezuela, tout le long de l'année 2025. Les fous de la gâchette comme Rogers sont les mêmes interventionnistes qui brandissent l'excuse de sécurité nationale pour réclamer le droit de s'approprier le Groenland, ou même la Lune. To understand and realize the scientific, economic, and national security value on the lunar surface. Again, establish an enduring presence on what is a very scarce piece of real estate that we're interested in at this time. Sous les regards envieux de l'extrême droite française, jugeant ces politiques internationales. On a souvent utilisé cette expression lors de la guerre de Gaza par Israël. Israël fait le travail de la lutte contre le terrorisme pour le reste du monde et pour les pays occidentaux. Et il y a cette impression également que Donald Trump a franchi un nouveau palier dans cette guerre que personne n'est capable de mener contre le narcoterrorisme. C'est sûr que ce qu'a fait Donald Trump hier soir, c'est pas une opération place nette. Moi, je suis partisan. J'étais un des rares à soutenir Donald Trump. Il a des défauts, mais les États-Unis ont une politique à la fois commerciale et agressive de conquête territoriale pour assurer un ordre qui est un ordre mondial et qui va avec ce que moi je considère nos valeurs occidentales. Mais en tous les cas, c'est eux qui nous protègent contre les islamistes et c'est aussi eux qui nous protègent contre aussi l'expansion commerciale chinoise. On ne peut pas être sur la ligne traditionnelle de la défense du droit international, etc., etc. Il faut là que le principe de réalité l'emporte. On peut se poser la question de la survivance d'un droit international qui a plus de 80 ans et qui n'est peut-être pas en accord avec l'ordre actuel du monde. Tout cela invisibilise les victimes civiles de cette soi-disant conquête, en plus de déstabiliser bien plus des régimes déjà instables, l'exemple le plus criant étant sûrement l'intervention en Irak et en Afghanistan, qui n'ont fait que renforcer les effectifs d'Al-Qaïda puis Daesh, en ajoutant au passage un nombre incalculable de victimes civiles, comme on le voit actuellement à Kiev ou à Gaza. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, vous abonner, mettre un like, etc., etc. Et si vous le pouvez, à soutenir mon travail sur Ko-fi ou Patreon, puisque les épisodes sur les accidents aériens ne sont pas sponsorisés volontairement par Dignité. En ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.